Il y a quelque chose que beaucoup de parents ne disent jamais à voix haute, et beaucoup d'enfants d'ailleurs, même une fois devenus adultes. Dans le monde de Nemo, Marin est un bon père, personne ne remet ça en question. Il aime son fils plus que sa propre vie, le film ne laisse aucun doute là-dessus. Et tu oublies un endroit, là, et là, et là, et là, et là. Il traverse un océan entier, affronte des méduses, des requins. C'est vendredi, c'est le jour du poisson. Une fosse abyssale pour retrouver son fils. En gros, sur le papier, c'est l'histoire d'un amour parental absolu. Et pourtant, il y a quelque chose dans ce personnage qui pose question, discrètement, sous la surface de l'aventure. Quelque chose qu'on ressent sans vraiment se l'avouer pendant qu'on regarde le film. Corey rentre dans l'anémone. Le monde de Nemo est un film qui commence par une perte immense. En quelques secondes à peine, Marin perd sa femme et des centaines de futurs enfants, attaqués sans prévenir dans l'obscurité de leur propre maison. Il ne reste qu'un seul œuf, fissuré, une seule chance. Et pourtant, il y a un moment que ce film ne montre jamais, celui où Marin fait vraiment le deuil de toute cette tragédie. Sur le coup, oui, il y a des larmes. L'instant est beaucoup trop brutal pour ne rien ressentir. Mais ce moment ne dure que quelques secondes à l'écran. Pas de scène où il porte cette absence, pas d'instant plus tard où il parle d'elle, de sa femme, où on le voit simplement la regretter. On passe presque aussitôt de ses larmes à la promesse qu'il fait à cet unique enfant survivant. Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien, je te le promets. Nemo. Le film avance progressivement, et du coup on ne s'arrête pas sur ce vide. Pourtant, il y a quelque chose de familier là-dedans. Cette manière de transformer une douleur en promesse sans jamais prendre le temps de la ressentir pleinement d'abord. On appelle ce que fait Marin de l'amour. Et c'est vrai qu'on n'a pas tort. Mais on a peut-être oublié de se poser une autre question. Un amour qui naît directement d'une nuit pareille, sans même un moment pour la pleurer, est-ce vraiment la même chose qu'un amour ordinaire? Ou alors, est-ce que quelque chose d'autre, ce soir-là, s'est glissé dedans sans qu'on le remarque? Nemo! Nemo, non! Oh, Nemo! Nemo, Nemo! Non! Avant de parler de ce que Marin est devenu, il faut parler de ce qu'il était. Les premières minutes du film le montrent presque timide, hésitant, un peu maladroit, mais ce n'est pas un homme anxieux par nature. C'est important de le poser clairement, parce que tout le reste du film repose sur ce contraste. Il n'est pas né avec cette peur qui va finir par définir chacun de ses gestes envers son fils Nemo. Il y avait avant un homme capable de légèreté, et puis il y a eu cette perte. Le deuil n'a jamais vraiment eu lieu à l'écran, seulement le choc aussitôt refermé. Marin n'a jamais eu l'espace pour porter cette perte dans la durée. Il n'a jamais eu le temps de la traverser vraiment. Il a transformé cette douleur directement en mission. Protéger Nemo n'est alors pas devenu un acte d'amour parmi d'autres. C'est devenu la seule chose qui reste, le seul véritable projet, la seule façon de continuer à exister après avoir tout perdu en une poignée de secondes. Et quand une perte n'est jamais vraiment traversée, elle se métamorphose, se transforme, se déguise. Durant les années qui suivent, Marin ne laisse jamais Nemo aller à l'école seul. Oh, arrête-toi, arrête-toi! Attends pour traverser! Donne-moi la nageoire! Donne-moi la nageoire! Il panique pour une nageoire abîmée qui, en réalité, ne l'empêche pas de nager. Il refuse presque même qu'il joue avec des enfants de son âge. Tu vois, je préférerais que tu ailles faire du trampoline sur les éponges. Aux yeux de Marin, chacun de ses gestes est un acte d'amour. Il aime réellement Nemo, de tout ce qui lui reste à aimer avec. Mais si on pose la question honnêtement, est-ce que Marin a peur pour Nemo ? Ou est-ce plutôt que Marin a peur de revivre cette nuit-là? La différence semble subtile, mais en réalité elle ne l'est pas vraiment. Un parent qui a peur pour son enfant évalue le danger réel présent devant lui. Un parent qui a peur de revivre son propre traumatisme voit le danger partout, en permanence, même là où il ne l'est pas. Parce que ce n'est pas vraiment le danger extérieur qu'il combat,
c'est le souvenir d'une nuit qui n'a jamais fini de traverser. Chaque « fais attention » de Marin n'est pas seulement adressé à Nemo, il est adressé à cette nuit-là, à cette chose qui lui a tout pris, à cette version de lui-même qui n'a rien pu faire. Ce n'est pas de l'amour déguisé en peur, c'est de la peur sincèrement vécue comme de l'amour. Parce que Marin lui-même n'arrive plus à faire la différence. Et cette confusion a un réel prix, et ce n'est pas Marin qui le paye en premier, c'est le personnage de Nemo, son fils. Et la scène qui déclenche toute l'histoire, le jour de la rentrée, Marin accable Nemo de mise en garde devant ses nouveaux camarades, jusqu'à l'humilier complètement. Nemo réplique par une phrase brute, sans filtre. Je te déteste. Ce n'est pas un accident isolé, c'est la conséquence directe et prévisible d'un enfant qui a passé sa vie entière étouffé sous une peur qui n'est pas la sienne. En vérité, Nemo ne se rebelle pas contre son père, il se rebelle plutôt contre une peur qu'on lui a transmise sans jamais la lui expliquer. C'est tout le paradoxe cruel de la surprotection. Plus on cherche à empêcher le danger en enfermant l'autre, plus on le pousse à aller chercher ce danger lui-même. Nemo ne se fait pas attraper par le plongeur malgré la prudence de son père, il se fait attraper en partie à cause d'elle. Et à cet instant précis, la pire crainte de Marin, perdre un enfant en mer, vient de se réaliser une seconde fois. Nemo! Nemo! Non! S'il vous plaît, non! Nemo! C'est à ce moment-là que le film bascule dans quelque chose de bien plus profond qu'une simple aventure de sauvetage. Pour retrouver Nemo, Marin n'a pas d'autre choix que de traverser l'océan tout entier. Celui qui, pourtant, a passé des années à fuir en gardant son fils près du récif. Et ce voyage ne le change pas tout d'un coup. Il le change scène après scène, par petites failles dans le réflexe de contrôle qui dirige sa vie depuis la mort de sa femme. Prenons par exemple la scène du champ de Méduse. Marin s'y jette sans réfléchir pour aller chercher Dory et la secourir d'une mort certaine. Ce n'est pas un geste calculé, c'est un réflexe instinctif, le genre de geste que sa peur, d'habitude, ne lui permettait jamais de faire. Pour la première fois du voyage, il agit non pas en essayant d'éviter le danger à tout prix, mais en fonçant droit dedans, là encore pour quelqu'un d'autre. Une brèche minuscule, mais une brèche tout de même. Reste avec moi! Reste avec moi! Reste avec moi! Et puis, il y a la scène de la baleine. Dory insiste pour qu'il nage au fond de sa bouche, qu'il lui fasse confiance sans aucune preuve que cette confiance sera récompensée. Et le premier réflexe de Marin, c'est de refuser bien évidemment, tout en répétant presque mot pour mot la même phrase qu'il jetait à Nemo juste avant sa disparition. Tu crois savoir faire des choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo! Tu crois que tu peux faire ce genre de choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo! La même phrase, le même réflexe de contrôle, déguisé en bon sens. Sauf que cette fois-ci, Marin s'entend la prononcer, et quelque chose se fissure, comme s'il réalisait, l'espace d'un instant, que cette phrase n'a jamais vraiment protégé personne, qu'elle n'a fait que blesser son fils, sans empêcher pour autant de foncer vers le danger. Alors, contre chacun de ses instincts, il fait l'inverse de ce qu'il vient de dire, il suit Dory, peut-être même à une mort certaine. Et puis, il y a cette fin, ce climax où finalement les deux se retrouvent enfin, mais quelque chose va les conduire à une dernière épreuve. Quand Marin laisse Nemo se joindre au sauvetage final dans le filet, face au danger, ce n'est pas un moment de bravoure spectaculaire. C'est un homme qui, pour la première fois depuis la mort de Corail, choisit de laisser son fils exister dans le danger réel du monde, plutôt que de le protéger d'un danger imaginaire qui n'est, au fond, que le sien. Ce moment-là, ce moment précis, avec cette fameuse phrase où Marin, pour la première fois depuis longtemps, décide de faire confiance à son fils. Allez, fais-moi confiance. Tu as raison. Je te fais confiance. Et c'est ici la vraie force. Pas l'absence de peur, la capacité de continuer à aimer sans que la peur décide à la place de l'amour. Marin ne devient pas un père sans crainte, il devient un père qui a enfin fait la différence entre les deux. Et c'est seulement à ce moment-là que sa protection redevient ce qu'elle aurait toujours dû être depuis le début. Un acte tourné vers Nemo et non plus un acte tourné, sans que Marin ne le sache, vers sa propre nuit sans fin. Alors, pourquoi ce personnage nous touche autant bien au-delà du dessin animé pour enfants? Parce qu'on reconnaît quelque chose, pas forcément chez nos parents, c'est parfois chez nous-mêmes, le message trop fréquent qu'on envoie sans réfléchir, l'inquiétude qui surgit plus fort que ce que la situation mérite vraiment, le besoin de tout savoir, de tout anticiper, de tout contrôler chez quelqu'un qu'on aime, pas parce qu'on doute de cette personne, mais parce qu'on a quelque part une peur plus ancienne qu'elle-même, et qui n'a jamais trouvé d'autre endroit où se loger. Ce n'est presque jamais de la
la mauvaise volonté. C'est une blessure jamais traversée qui a trouvé un nouveau visage, une peur ancienne, jamais nommée, qui s'est glissée dans l'amour parce que l'amour était le seul endroit où elle pouvait encore se cacher sans qu'on la reconnaisse pour ce qu'elle est. La différence entre Marin et ceux qui restent bloqués dans cette confusion, la seule différence qui compte, c'est qu'il finit par avancer dans l'obscurité qu'il redoutait, plutôt que de continuer à la fuir indéfiniment. Pas en cessant d'avoir peur, en acceptant de la ressentir, sans la laisser gouverner ceux qui l'aiment. Parce que la peur peut ressembler à de l'amour pendant très longtemps, jusqu'au jour où on choisit enfin d'avancer dans le noir.